si je ne suis pas à Caen avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis à Washington en ce moment même, grâce aux merveilleuses technologies numériques, hein, vous pouvez me voir ici, mais je suis à Washington en train de recevoir un award de la FOSI, qui est donc la Family Online Safety Internet, qui est donc une association que vous trouverez sur Internet d'ailleurs, et qui récompense chaque année quelques œuvres, quelques travaux importants autour de la protection de la jeunesse par rapport aux technologies numériques et à Internet. Alors 36912, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, ça évoque quand même des âges scolaires que les parents connaissent bien. 3, c'est l'âge où l'enfant peut entrer en maternelle. 6, c'est l'âge du CP ou l'équivalent. 9, c'est l'âge où il commence à peu près quand même à maîtriser la lecture et souvent l'écriture. Et 12, c'est l'âge où il a trouvé ses repères en collège. Et donc ce que j'essaye de montrer, c'est que 36912, c'est aussi des repères formidables pour savoir de quelle manière et à quel âge introduire les technologies numériques dans la vie de l'enfant. Pour aller vite, hein, avant 3 ans, les écrans ne sont vraiment pas indispensables, hein, il y a tellement d'autres choses à faire. Entre 3 et 6 ans, on peut les utiliser comme des supports de relations, surtout pour des activités collectives, hein, les jeux vidéo à plusieurs, ou des petits logiciels autour desquels on peut parler en famille. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant développe l'habileté de ses 10 doigts. Donc le jour où les consoles mobiliseront les 10 doigts de l'enfant, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Voilà, ça sera mieux qu'aujourd'hui, elles en mobilisent 2 ou 3 ou 4. Voilà. Et puis entre 6 et 9 ans, ben, l'enfant se familiarise avec Internet. Alors pas forcément parce qu'il y va, d'ailleurs il n'a pas grand-chose à y faire à cet âge-là, mais il faut anticiper, il faut lui en parler. Et puis entre 9 et 12, ben, évidemment c'est l'âge où l'enfant va découvrir les règles du jeu social et va avoir envie d'être vraiment sur Internet. Alors d'abord accompagné, seul, alterné, le protéger, voilà. Et puis 12, ben, il va découvrir les réseaux sociaux. Et alors pourquoi j'ai imaginé cette règle 36912, parce que pour faire comprendre 2 choses. Hein. D'abord, c'est qu'il faut que les écrans soient un débat public. Hein. Beaucoup de gens sont tout seuls devant leur poste ou leur enfant est tout seul et ils ne voient pas comment faire, mais ils n'ont même pas souvent le courage de faire quelque chose. Ça nous arrive à tous. On se dit, tiens, je vais regarder telle chose ou je vais jouer un petit peu à un jeu vidéo. On allume la télé, on allume l'ordinateur. 2 heures après, on y est toujours. Donc, chacun devant son ordinateur, on est seul et les gens en parlent peu finalement des médias, de la télévision, d'Internet. Et il faut créer un débat public. Donc les affiches, elles sont faites pour être mises dans tous les lieux publics pour que les gens en parlent. Les affiches, elles ne sont pas faites pour que les gens viennent avec un petit carnet pour copier les conseils de M. Tisseron. Elles sont faites pour que les gens se mettent à plusieurs devant et discutent. M. Tisseron, il ne doit pas avoir d'enfant pour dire des choses pareilles, voilà. Ou alors, ben non, au contraire, il a raison. Et les gens discutent. Il n'y a pas de meilleure personne pour informer les parents que des parents qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà mis des mots sur la situation. Donc ça, c'est vraiment important de créer un débat public. Puis l'autre chose aussi, l'autre objet de cette campagne 36912, c'est de faire comprendre aux parents, aux éducateurs, que bien sûr, les écrans, c'est dangereux. Il faut apprendre à l'enfant à s'autoprotéger, à s'autoguider. On ne jette pas un enfant dans la mer sans qu'il ait appris à nager. On ne jette pas un enfant dans Internet sans lui avoir appris à l'utiliser. Mais en même temps, les écrans, c'est quand même une formidable technologie que les gens ont maintenant à leur disposition. Et grâce aux écrans, les enfants, demain, vont étonner les parents, renouveler le monde. Et ça, il faut les accompagner aussi sur ce chemin. Il faut leur faire confiance et leur montrer qu'on leur fait confiance. Bien sûr, on jette un œil à ce qu'ils font, mais on accepte qu'ils fassent des choses que nous ne savons pas faire, ce qu'on appelle l'éducation inverse, et puis on reste émerveillé de ce qu'ils font, et puis on essaye un petit peu d'apprendre de le meilleur, c'est la curiosité décomplexée, essayer, bricoler, faire des choses, créer avec les technologies numériques, et puis montrer ce qu'on fait, c'est formidable. Mais vous savez, aux États-Unis, les problèmes ne sont pas fondamentalement différents. Les États-Unis est un pays dans lequel il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'encouragement à la création, et je crois qu'ils ont été sensibles dans cette campagne au fait que les écrans ne sont pas présentés comme des dangers. Ils sont présentés comme des opportunités, comme des outils. Mais évidemment, un outil peut être dangereux. Si on met un marteau dans la main d'un enfant de 2 ans, il peut se faire très très mal avec, donc on ne le fait pas. Mais on le met devant la télévision. Et erreur tragique, parce que toutes les études montrent que la télévision
télévision, ça n'a que des inconvénients pour les bébés. Mais inversement, quand un ado prend un marteau pour mettre un cadre dans sa chambre, on ne va pas lui crier dessus qu'il va se faire mal, parce qu'il a grandi. Mais quand un ado est sur Internet, on ne va pas lui crier dessus parce qu'il est sur Internet, parce que c'est bien plus intéressant de discuter avec lui de ce qu'il y fait, de pourquoi il y est, de combien de temps il y reste, s'il y retrouve des copains, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, on accompagne les possibilités créatrices des jeunes, on les valorise et on évite un conflit de génération qui couve quand même autour des technologies numériques entre des jeunes qui sont censés les maîtriser, d'ailleurs c'est pas vrai, et des adultes qui sont censés ne pas les maîtriser. Oui, alors avec Yann Leroux, qui est d'ailleurs un ancien thésard à moi, on partage quelque chose de très important en effet, c'est l'idée que le travail de subjectivation, tout ce travail de construction de soi dans lequel les adolescents sont particulièrement engagés, mais qu'on continue toute la vie, mais nous partageons avec Yann Leroux l'idée que ce travail, de plus en plus, on ne le fera pas seulement dans la vie quotidienne, concrète, physique, mais on le fera aussi à travers les espaces numériques. C'est pour ça qu'il faut cesser de parler d'espaces virtuels comme si on les opposait au réel. Les espaces dits virtuels sont tout aussi réels que les espaces réels. Alors évidemment, si on se met un casque de réalité virtuelle sur la tête, c'est autre chose. Mais en règle générale, les ados n'ont pas ça à la maison et ce qu'ils font, c'est aller sur des réseaux sociaux, aller dans des jeux vidéo en réseau, rencontrer d'autres joueurs. Et là, on n'est pas dans le virtuel, on est dans la réalité des contacts. Et aujourd'hui, pour un ado, la construction de soi à travers les relations créées dans ces espaces numériques, cette construction de soi est aussi importante que celle qu'il mène dans des espaces physiques. Donc on partage cette conviction. Et cette conviction, elle a beaucoup de conséquences, et notamment le fait qu'il va falloir réfléchir à l'utilisation de ces espaces numériques en thérapie, comment on peut les mobiliser pour un travail thérapeutique. Parce que vous êtes psychanalyste. Voilà, absolument. Et aussi comment ils peuvent être utilisés par des éducateurs, même par des éducateurs de rue, on pourrait dire, puisque les éducateurs de rue, traditionnellement, ils s'occupaient des jeunes qui erraient dans les rues physiques, mais maintenant, beaucoup de jeunes errent dans les rues numériques de Facebook, de YouPorn, d'autres espaces plus ou moins bien ou mal famés. Et donc c'est important aussi que des éducateurs puissent les rejoindre là, communiquer avec eux dans ces lieux-là, constituer des petites communautés et, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à l'affiche, permettre que ces jeunes un peu perdus se retrouvent avec d'autres, parlent avec d'autres. Parce que quand un jeune parle avec d'autres via les technologies numériques, il est jamais aussi perdu que ce qu'on peut avoir l'impression quand on le regarde de loin, l'œil fixé sur son ordinateur. Mais si un jeune va dans les espaces numériques et s'y retrouve seul, on peut être certain qu'il est tout aussi seul dans la cour de récréation, qu'il est tout aussi seul à la sortie de l'école. Ça, je dis toujours aux parents, aux éducateurs, si vous demandez à un jeune, est-ce que tu joues tout seul ou avec d'autres dans la cour, il ne vous répondra pas ou il vous répondra n'importe quoi. Mais si vous lui demandez, tu joues à des jeux vidéo en réseau, on va vous dire oui, un garçon. Est-ce que tu y joues seul ou avec d'autres? Il vous dira s'il joue seul avec d'autres, mais s'il y joue seul, soyez certain que seul il est dans l'espace numérique, seul il est dans l'espace physique. Et donc c'est contre cette solitude qu'on a partout à lutter, sur le front physique, si je dirais, sur le front numérique. Et Yann Leroux est très préoccupé justement des communautés numériques, communautés qu'on appelait avant virtuelles, qu'on appelle maintenant numériques. Comment faire pour préserver son intimité, pour soigner sa e-réputation, pour éviter de trop se surexposer, et en même temps, comment faire pour en dire juste assez pour créer des liens utiles, mais pas utiles forcément dans la gestion de tâches matérielles, mais utiles pour le développement de soi. Voilà. Les technologies numériques sont en voie de devenir un auxiliaire formidable pour grandir. Apprivoiser les écrans et grandir, on pourrait dire apprivoiser les écrans pour grandir, mais on ne grandit pas qu'en apprivoisant les écrans, mais en apprivoisant les écrans, on apprend aussi à grandir. La vieille estrade qu'on mettait dans les classes depuis l'invention de l'université, c'était pour bien montrer que l'enseignant était supérieur aux autres. Alors évidemment, s'il y a 30 élèves, on peut dire l'estrade, ça permet de mieux le voir, mais quand les premières classes ont été créées, il y avait 5-10 élèves, il n'y avait pas besoin d'une estrade. Mais si, il a fallu pour montrer que le prof était plus grand en général, mais montrer qu'il était supérieur aux autres. Donc ce modèle de la transmission verticale, il a provoqué beaucoup de résultats positifs. Toutes les organisations pyramidales des institutions
institutions en Occident ont permis que ces institutions évoluent vite, et c'est formidable. Mais aujourd'hui, avec Internet, on est confronté à un nouveau mode de coopération, de construction des savoirs. C'est le mode Wikipédia, hein, c'est la communication horizontale, chacun contribue. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas du tout favorable au fait d'introduire un ordinateur par enfant en primaire et même pas en collège. Après, bien sûr, des troisièmes, de toute façon, ils ont déjà leur ordinateur chez eux. Mais pas introduire un ordinateur par enfant à l'école. Pourquoi? Parce que ça serait donner l'impression à l'enfant qu'on remplace le papier-crayon par l'ordinateur. Or, le papier-crayon, rien n'est mieux pour se concentrer. Quand j'ai envie de trouver un médiateur, un outil qui me permet de faire retour sur moi-même, le papier, il n'y a rien de mieux. Dès que je vais sur un écran, je ne fais pas retour sur moi-même, surtout qu'ils sont tous interconnectés maintenant. Je suis constamment en éveil pour aller voir une vidéo sur YouTube dont on m'a parlé, pour répondre à un SMS. Donc, je ne suis jamais concentré quand je suis sur un écran. Par contre, avec l'écran, je peux dire ce que je pense, ce que j'imagine et interagir avec d'autres. Avec le papier, je trouve à m'approfondir. Avec l'écran, je ne trouve pas à me disperser forcément, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, mais je trouve à m'élargir, hein, c'est-à-dire à bénéficier des relations que me proposent les autres, des savoirs que me proposent les autres. Et donc introduire un écran pour plusieurs enfants, c'est introduire les enfants à l'idée que l'écran, c'est une surface de partage, c'est une surface de collaboration, c'est une surface de construction collective, et ce n'est pas du tout un espace de concentration. Hein. Il y a des gens qui disent avec Internet on ne va plus jamais se concentrer. Ben, si on a envie de se concentrer, on prend du papier-crayon. Mais dès qu'on est sur Internet, ce n'est pas fait pour se concentrer. Avec Internet, il n'y a plus d'intelligence individuelle, il n'y a que de l'intelligence collective, mais pourquoi pas, hein? L'intelligence individuelle, elle peut continuer à exister ailleurs, mais on ne va pas chercher à la faire fonctionner en allant devant son écran connecté à Internet. C'est impossible. Il y a trop de sollicitations, il y a trop de surprises, il y a trop de nouveautés. Mais toutes ces nouveautés, toutes ces surprises, elles alimentent l'intelligence collective. C'est cette idée-là qu'il faut transmettre aux enfants. Il y a encore peu de propositions qui font leurs preuves. Les serious games, par exemple, on en parlait beaucoup il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, on en parle moins parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'enfants qui ont un serious game dans les mains peuvent arriver à trouver les solutions sans rien avoir compris au bon chemin pour les trouver. Ils les trouvent par tâtonnement, par essai, fois par hasard. Donc ça ne leur apprend rien de réussir. Et puis, les fameux MOOC, hein, les cours massivement en ligne, aujourd'hui, on ne sait pas trop non plus comment ça peut être intégré. Alors, il y a l'idée de le relayer avec du tutorat. Oui, c'est très bien, mais en même temps, l'idéal, c'est quand même un prof qui s'adresse individuellement à un élève. Si vous voulez, il y a eu une idée il y a une dizaine d'années, vous savez, les enseignants n'étaient pas contents que les enfants aient accès à Internet. Les enseignants disaient, on a eu même des numéros entiers de la revue Esprit là-dessus, des enseignants qui disaient « il n'y a de support de connaissances que l'enseignant est lui seul ». Aujourd'hui, on sait bien qu'Internet est un support de connaissances bien plus compétent, hein, que le prof, hein, que tous les profs du monde. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que le prof soit inutile. Je pense bien sûr que le prof a un lien très important par la relation privilégiée qu'il a avec un élève. Et quand j'ai une relation privilégiée, je ne veux pas dire une relation privilégiée du point de vue de ce qu'il sait que l'élève sait, parce qu'un logiciel peut permettre en 10 minutes de faire le point des connaissances d'un élève bien mieux qu'un prof pourrait le faire. Mais le prof, il regarde l'élève, il lui sourit, il lui parle, il s'adresse à lui, il ne s'adresse pas à un collectif, il s'adresse à lui. Et ça, c'est irremplaçable. Et ce qui fonde la relation de l'enseignant avec l'élève, c'est le caractère personnel, le caractère empathique, hein, le caractère émotionnel, et c'est pour ça que les enseignants sont absolument irremplaçables. Donc quand il va y avoir des cours en ligne, peut-être qu'il faudra que ces cours soient suivis de discussions avec un enseignant, même très probablement, ou préparés par des discussions avec un enseignant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas attendre du numérique plus que ce qu'il ne peut donner. Il faut en attendre tout ce qu'il peut donner. Et il peut donner beaucoup de choses qu'on ignore encore, mais qu'il faut expérimenter. Par contre, il ne faut pas absolument vouloir qu'il nous donne des choses qu'il ne peut pas donner. Apprendre en s'amusant,
c'est pas sûr que le numérique puisse nous le donner quand même. Permettre à des élèves qui ne travaillent jamais avec un livre de travailler soudain avec un écran, c'est pas sûr que ça marche. Voilà, faut pas demander trop au numérique, mais il faut savoir que le numérique il évolue sans arrêt et il y a des nouveaux logiciels qui utilisent l'association de l'image, de la voix, du mot. Beaucoup de choses prometteuses, mais beaucoup de choses qui demandent systématiquement à être démontrées avant d'être appliquées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très forte pression des marchands de produits pour essayer de convaincre les parents, les éducateurs, qu'ils ont inventé, qu'ils ont résolu la quadrature du cercle et que les enfants, avec leur logiciel, vont tout apprendre et tout découvrir facilement et sans que les parents aient rien à y voir. Non, ça ne marchera pas comme ça. Je pense que les technologies numériques, c'est un formidable support d'apprentissage collectif, de partage, voilà, mais que si on encourage un travail solitaire de l'enfant devant un écran, il risque de retenir le caractère solitaire plus que le caractère d'apprentissage. Et il risque de constituer l'écran en espace de repli sur soi. Le grand danger des écrans, c'est quand même la désocialisation. Mettre un enfant devant un écran en lui disant « bon, maintenant tu travailles, tu te débrouilles avec ton écran, tu travailles », je pense que ce n'est pas du tout une bonne manière d'introduire l'enfant aux écrans. Oui, alors je pense qu'il y a une qualité qu'il faut que les formateurs aient aujourd'hui, c'est le désir de ce qu'on appelle l'éducation inverse, c'est-à-dire le désir que leurs élèves puissent lui faire découvrir des choses. Regardez, dans le temps, un enseignant pouvait dire, bon ben voilà, aujourd'hui nous allons, je sais pas, étudier le Second Empire. Et puis il faisait son cours sur le Second Empire. Aujourd'hui, il peut toujours y avoir un élève dans la classe qui est passionné du Second Empire, qui ne connaît rien de rien à des tas de domaines, qui est nul en physique, qui est nul en maths. Mais alors le Second Empire, ça le passionne, peut-être parce qu'il y a un portrait de son arrière-arrière-grand-père avec l'uniforme du Second Empire, on ne sait pas, ou peut-être pour une autre raison, peut-être c'est le premier film qu'il a vu, c'était des belles robes. Il est allé passer ses vacances à Fontainebleau. Oui, il est allé passer ses vacances à Fontainebleau. Et donc du coup, il peut toujours y avoir un élève qui est passionné de ça et qui en sait plus que le prof. Et si en plus il a un téléphone mobile à portée de la main et qui peut vérifier ce que dit le prof, alors là c'est la cata. Donc en fait, le prof, il faut qu'il accepte l'idée que sur tous les sujets, des élèves peuvent avoir des compétences et qu'est-ce qu'il va faire? Il va anticiper, il ne va pas dire aujourd'hui nous faisons ceci, mais il va dire dans 15 jours ou la semaine prochaine, même 15 jours c'est encore mieux, nous ferons telle chose. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler, qui le connaissent? Bon, eh bien, souvent qui va lever le doigt, alors formidable, tu vas nous préparer quelque chose, voilà, puis est-ce qu'il y en a d'autres, alors s'il y en a 3, 4, c'est encore mieux, voilà, puis s'il y en a un qui dit, ah oui, ben oui, je les connais eux, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent là-dessus, formidable, alors on va faire 2 groupes qui vont défendre 2 positions différentes, et le jour du cours, ben, les enfants exposent, ils débattent, c'est l'esprit du débat, l'esprit de la controverse qui est dramatiquement absent dans l'enseignement français, apprendre à s'exprimer oralement, à défendre une thèse, à utiliser les arguments en les mettant dans le bon ordre, parce que c'est pas tout d'avoir des connaissances, il faut les articuler, un avant, un pendant, un après, mais ceci, donc cela, etc. Tout ça c'est un vrai effort logique, c'est un gros effort scientifique, employons le mot, et donc l'enseignant va veiller à ce que le discours des enfants soit bien construit, logiquement, de manière à montrer aux enfants qu'il ne suffit pas d'avoir lu dans un livre un truc, un troisième, et de les couper-coller. Il faut vraiment argumenter logiquement. C'est ça quand même qui fait un grand défaut aujourd'hui, même dans le supérieur. C'est des élèves qui ne savent plus argumenter. Donc l'enseignant va encourager le débat, encourager la controverse, et puis après, les élèves auront fait l'essentiel. C'est-à-dire que les élèves qui écoutent, ils auront probablement bien plus écouté leurs copains que ce qu'ils auraient écouté l'enseignant. Et au niveau des connaissances, bon, s'il y a des erreurs, l'enseignant peut rectifier. Mais je crois que c'est cette curiosité de ce que les élèves peuvent savoir et le désir d'associer les élèves. Alors c'est pas toujours possible, si on fait le théorème de Thalès c'est plus compliqué évidemment, mais en même temps il y a des élèves qui peuvent en avoir entendu parler et dire on va l'exposer quoi. Et on peut l'exposer, pourquoi pas, de manière un peu humoristique, voilà. Et donc c'est ça je crois qui est essentiel aujourd'hui, c'est que les enseignants intègrent l'idée qu'avec Wikipédia, avec Internet, avec le numérique, les élèves qui souvent sont passionnés d'un sujet, surtout à l'adolescence, l'adolescence c'est un être passionné, alors il ignore tout, il y a une chose qu'il connaît par cœur, classique, et donc voilà, il faut qu'il puisse l'exposer, échanger, et l'enseignant est un correcteur d'erreurs, mais surtout, pour moi, moins un correcteur d'erreurs que quelqu'un qui apprend à penser bien. C'est ça le challenge aujourd'hui, c'est d'apprendre à penser bien. Parce que dès que vous allez sur Internet, vous trouvez tout et son contraire. Et c'est seulement si vous rentrez dans le détail des sites que vous voyez qu'il y en a
qui sont appuyées sur une démonstration. Et il y en a qui ne sont appuyés que sur des affirmations. Et si les élèves ne savent pas faire ça, ils courent le risque d'être embrigadés dans des mouvements extrémistes, ils courent le risque de perdre leur liberté de penser, ils courent le risque de devenir des moutons ou de devenir des fascistes. Donc il faut vraiment encourager chez les enfants très tôt ce goût de la controverse, du débat, du raisonnement logique qui fait des citoyens responsables. S'il y a un élève qui ne participe pas beaucoup mais qui a un joueur de jeux vidéo, ben, probablement dans ces jeux vidéo, il y a quelque chose dont il peut parler. Et même à la limite, s'il ne fait que raconter son jeu, c'est-à-dire lui dire voilà, ben, écoute, on fait beaucoup de choses qui ne t'intéressent pas, bon, mais bon, voilà, mais tu t'intéresses aux jeux vidéo, je l'ai compris, est-ce qu'un jour tu aurais envie de nous parler d'un jeu vidéo que tu aimes beaucoup et de nous dire pourquoi tu le trouves si intéressant? Avec un peu de chance, il va accepter. Et cet enfant qui va faire un truc hors programme scolaire, j'en conviens, mais il va quand même être obligé d'utiliser une argumentation logique. Il va être obligé de construire ses phrases. Il va être obligé de passer de ce qu'il faisait avant à ce qu'il fait maintenant, à ce qu'il fera peut-être demain. Il sera obligé d'utiliser peut-être parfois l'imparfait, peut-être parfois le passé simple. Et il apprendra à construire un discours logique en parlant de ce qui l'intéresse. Et si on a à l'esprit que le but aujourd'hui d'enseignement, c'est d'apprendre aux enfants à utiliser les arguments comme des petites briques pour construire des raisonnements, on peut à partir de là parler de tout. Il ne faut pas oublier quand même que nous sommes à une époque de la mondialisation et que dans le domaine du débat, de la controverse, les anglo-saxons, pour les nommer, ou les habitants des pays du Nord, sont beaucoup plus entraînés que nous. Et alors qu'est-ce qui se passe? Quand un cadre commercial français doit aller plaider un dossier à l'étranger, et s'il est en compétition avec un anglo-saxon, il risque bien de ne pas savoir le plaider de façon correcte. Alors en plus, il y a la construction logique des arguments, mais il y a aussi l'idée de savoir utiliser un support visuel. Or, en France, on n'apprend pas à utiliser des supports visuels. D'ailleurs, dans les colloques internationaux, les Américains nous étonnent toujours par le caractère à la fois esthétique et humoristique de leur PowerPoint, alors qu'en France, on a des pages de texte qui se succèdent aux pages de texte. Très sérieuses, oui, pour ne pas dire dissuasives, presque, voilà. Donc là, il y a un apprentissage qui est vraiment utile après dans la compétition internationale. Et puis dans la relation simplement éducative, il y a l'idée qu'on va encourager les jeunes à penser bien parce que soi-même, on est capable de penser bien. Et que si on est capable à un moment de renvoyer les jeunes à un support visuel, on légitime le support visuel. Vous savez, depuis l'invention de l'imprimerie, l'Occident a maltraité les images. Avant l'invention de l'imprimerie, il y avait les fameux manuscrits enluminés. Dans les manuscrits enluminés, il y avait du texte qui était lu d'ailleurs, et puis lu publiquement, notamment aux religieux, et puis dans les services religieux, et puis il y avait les enluminures. Les enluminures ne racontaient pas d'une autre manière le texte, les enluminures avaient leur autonomie, le texte et les enluminures étaient parallèles et racontaient chacun une histoire différente. Mais avec l'invention de l'imprimerie, l'image a été réduite à être une illustration du texte. L'image ne pouvait pas s'éloigner du texte. Lorsque un auteur de manuel de philosophie a proposé de mettre une image de Brigitte Bardot dans Le mépris de Godard pour accompagner un article de philosophie sur le mépris et la honte, il s'est fait incendier. Parce que ça détournait le lecteur de l'essentiel du texte, de la philosophie. Donc l'image devait être totalement subordonnée au texte, elle ne devait pas avoir d'indépendance par rapport au texte. Alors aujourd'hui, grâce à toutes les images qui circulent sur Internet, grâce à cette nouvelle culture de l'image que permet le numérique, de l'image interactive, on découvre à quel point l'image raconte effectivement d'autres choses que le texte, mais des choses complètement complémentaires du texte. Et du coup, ce qui est important, et ce qui est important que les éducateurs fassent travailler et travaillent pour eux, c'est ce passage du texte à l'image et de l'image au texte. C'est-à-dire que si un élève joue à un jeu vidéo, fait de la photo, montre une image, dit qu'il a vu une image, il faut la lui faire raconter.
Comme ça, il passe de l'intelligence spatialisée, qui est mise en œuvre quand on voit des images, à l'intelligence qu'on appelle, enfin verbale, mais en fait qu'on appelle cristallisée, parce que les mots sont comme les lettres sont comme des petits cristaux qu'on assemble pour faire des mots, puis après des phrases. Et donc, passage d'intelligence spatialisée à l'intelligence cristallisée, qui permet d'établir beaucoup de ponts dans le cerveau. Et puis, inversement, si quelqu'un raconte quelque chose, on peut lui dire, ben, écoute, peut-être tu pourrais essayer d'en trouver une image. Et par exemple, j'ai vu au cinéma passage du pont d'Arcole, bon ben alors c'est bien, tu vas me raconter, puis ben aussi tu vas en trouver une image, ou tu vas la fabriquer avec tes copains qui vont se déguiser, je sais pas, on s'amuse, mais l'idée c'est de favoriser tous les ponts entre ces deux formes d'intelligence, spatialisée d'un côté et cristallisée, verbale, langage parlé, écrit de l'autre côté, hein, favoriser les ponts dans les deux sens. L'avenir appartient à ceux qui sauront passer de l'image au texte et du texte à l'image.